Neuvaine. Nous sommes en 1956, au mois d'octobre, et Judith Ferragost s'ennuie un peu. Elle a 19 ans et ne supporte plus la vie de province, entre papa, officier de gendarmerie, et Nadège, sa belle-mère. Non pas que ses parents soient des monstres, mais ils ont des idées sur l'éducation des jeunes filles qui datent un peu. « Non, Judith, tu n'auras pas de chambre à Montpellier. Tu es encore trop jeune pour vivre de manière indépendante. Je regrette. Tu prendras le train le matin et tu rentreras à la maison le soir. J'entends être au courant de tes faits et gestes, mais enfin, papa, tu ne te rends pas compte. À Montpellier, je n'ai pas de cours suivis comme chez les sœurs de l'Assomption. C'est 1 heure ou 2 le matin, 1 heure ou 2 l'après-midi. Qu'est-ce que je fais entre les cours? Eh bien, tu n'as qu'à aller à la bibliothèque. À la bibliothèque, il y a un monde fou. Quand on veut un bouquin, il est toujours en main. Nadège, la belle-mère, intervient pour dire, comme toujours, « Écoute ton père, tu sais bien qu'il a raison. » Judith s'enferme dans sa chambre, en maugréant. « J'en ai marre, j'en ai marre. » Ce que ses parents ignorent, c'est que la jolie Judith, à force de s'ennuyer entre les cours, a trouvé une occupation à Montpellier. Malgré ses nattes, ses pullovers bleu marine et ses soquettes, Judith a un amant. Le premier. Elle est amoureuse. Mais son amant, Clément, un représentant rencontré dans un café fréquenté par les étudiants, n'est pas un mari envisageable. Il a au moins 14 ans de plus que Judith et aucune intention de se fixer. Tout ça pour dire que Judith n'est plus une oie blanche et que les leçons de conduite que les sœurs de l'Assomption ont tenté de lui inculquer sont loin. Judith se jette sur son lit et se met à feuilleter Paris Match. En 1956, la télévision n'est encore qu'un luxe réservé à une minorité de Français. L'information leur parvient par la radio. Quant aux images, il faut bien se rabattre sur les magazines hebdomadaires. Insurrection à Budapest. Judith parcourt le reportage. Depuis le 21 octobre, des réunions d'étudiants ont eu lieu à Budapest. L'opinion publique réclamait le départ des troupes soviétiques. L'insurrection hongroise a marqué des points, du moins dans les premières semaines. Les Hongrois, ivres de liberté, règlent leur compte, comme dans toutes les révoltes populaires. Quand ils mettent la main sur leurs compatriotes qui ont commis l'erreur de s'engager dans la milice à la solde des soviétiques, ils laissent libre cours à leur colère. Judith feuillette le magazine. Une série de photographies raconte un épisode particulièrement tragique de la révolution hongroise. Le journaliste explique. Un groupe de miliciens hongrois tombés aux mains des révoltés est fusillé sur place après un jugement sommaire et sans appel. Notre reporter a pu saisir en une série d'instantanés l'exécution des 6 miliciens. Judith, presque machinalement, examine les photographies. Sur la première, on voit le groupe de miliciens bousculé par les révoltés avides de justice. Sur la deuxième, ils sont alignés sommairement, le long d'un mur. Ils lèvent les mains en l'air pour implorer la pitié de ceux qui tiennent les fusils juste devant eux. Sur la troisième, on voit les miliciens à l'instant même où ils reçoivent la décharge mortelle du peloton d'exécution. Sur la quatrième photographie, ils sont affalés au pied du mur, baignant dans leur sang, dans des poses tragiques et pourtant un peu ridicules. Judith ne peut s'empêcher de frémir. Même si ces miliciens se sont rendus coupables de crimes envers leurs compatriotes, elle ne peut retenir un frisson en regardant ces instantanés d'hommes qui meurent en proie à la terreur. Quelle saloperie la guerre! Mais, après tout,
Ils ont sans doute mérité leur sort. Tiens, c'est dommage. Ce petit blond n'avait pas l'air bien méchant. Oh, il était plutôt mignon. Je crois qu'il m'aurait assez plu. Bof, maintenant, il est mort et enterré. Judith referme le magazine. Allongée sur son lit, elle ne peut détacher son esprit de l'image du supplicié. Comment pouvait-il s'appeler ? Après tout, peut-être n'a-t-il rien fait de terrible, juste le fait de s'être engagé dans la milice, peut-être pour profiter de quelques avantages, pour mieux nourrir ses parents, ses frères, ses sœurs. L'esprit de Judith vole, à des centaines de kilomètres de là, vers ce beau milicien inconnu qui est mort à présent. Elle rêve. Elle ouvre à nouveau la revue et regarde une fois encore le visage du beau Hongrois blond. On voit qu'il avait les yeux clairs, des yeux qui reflètent autant d'innocence que de terreur. Et soudain, Judith prend une décision. Je vais faire une petite prière pour ce milicien. Elle est incapable d'expliquer cette idée qui vient de germer dans son esprit. Une prière ? L'éducation intensive des sœurs de l'Assomption l'a bien dégoûtée de la pratique religieuse. Les messes à répétition, les saluts, les vêpres et tout l'appareil de la religion catholique l'ont éloignée de toute pratique. Elle a trop souffert, trop souvent surpris les sœurs en flagrant délit de mesquinerie, de méchanceté, d'étroitesse d'esprit. Judith, à l'âge de la révolte, a décidé d'envoyer son missel par-dessus les moulins. Alors pourquoi aujourd'hui, se dit-elle, je vais faire une petite prière pour ce milicien. Voilà Judith à genoux, au pied de son lit. Elle fixe le crucifix qui orne le mur de sa chambre. Un crucifix depuis longtemps dépourvu de sens. Notre Père qui êtes aux cieux. Après le Notre Père, Judith enchaîne sur un « Je vous salue Marie ». Et dans un élan de ferveur étonnant, elle continue. 9, Je vous salue Marie, à la queue leu-leu. Judith, comme dans un rêve, s'entend dire « Vierge Marie, faites que ce milicien hongrois ait survécu à son exécution. » Un fantasme de jeune fille frustrée par l'absence de son amant. A priori, ce ne sont pas les conditions les plus favorables à la réalisation d'un vœu insensé. Bien sûr, on dit que le temps n'est pas vraiment ce qu'on croit. On prétend qu'il serait possible d'aller voir plus loin dans l'avenir ou de remonter dans le passé. Les notions de Judith, quant à la relativité espace-temps, sont plutôt floues. C'est une littéraire et absolument pas une scientifique. Judith, dont les genoux commencent à devenir douloureux, prend une décision qui n'engage qu'elle-même. Je vais faire une neuvaine de prières pour le beau milicien blond. Elle est à l'âge où les jeunes filles croient qu'un beau garçon ne peut être qu'un ange. Pour elle, les criminels doivent toujours avoir la tête de l'emploi. Elle est complètement désintéressée. Le milicien hongrois est anonyme. Jamais elle n'aura la moindre chance d'en savoir davantage sur ce garçon qui, de toutes les manières, est déjà mort et enterré depuis 1 semaine au minimum. Alors, pourquoi prier pour lui ? Car Judith ne prie pas pour le repos de l'âme du lointain Magyar. Non, bizarrement, elle prie pour que ce mort soit toujours vivant. On comprend pourquoi le père de Judith se demande parfois si sa fille unique n'est pas un peu folle. Et pendant les 9 jours suivants, Judith, ponctuellement, s'exécute. À genoux sur le carrelage froid de sa chambre, les yeux fixés sur le crucifix, elle récite un Notre Père et 10 Je vous salue Marie. Sans exaltation, simplement parce qu'elle l'a décidé, comme elle ferait des exercices au piano. Parfois, elle ouvre Paris Match pour jeter un coup d'œil sur l'exécution des miliciens, sans émotion excessive.
C'était vraiment un joli garçon. Quel dommage! Non pas quel dommage. Je prie pour lui, donc il faut que j'y croie. Il n'est pas mort. Il s'en est sorti. Durant la journée, Judith oublie un peu sa neuvaine et celui qui doit en bénéficier. Elle a ses cours à Montpellier. Elle a même l'occasion de revoir Clément, de passage dans la région. Ils passent des heures exaltantes et secrètes. Judith n'éprouve pas le besoin de mentionner sa neuvaine de prière pour le lointain milicien hongrois. Clément, lui, croirait vraiment qu'elle est folle alliée. Il serait un peu jaloux peut-être. La fin de la neuvaine arrive. Après ces 9 jours, elle arrête ses prières à genoux. Elle cesse complètement de prier, ni pour elle, ni pour ses parents, ni pour ses amis, ni même pour ce milicien hongrois. Elle a dit une neuvaine, un point c'est tout. 15 jours plus tard, un nouveau numéro de Paris Match arrive. Papa Ferragost est abonné. C'est lui qui a les honneurs de la revue. Après l'avoir feuilleté, il commente l'actualité avec Nadège, son épouse. Puis, quand Paris Match a séjourné quelques jours sur la table du salon, Judith décide de découvrir à son tour l'actualité internationale de la semaine. La révolution de Budapest tourne court. Les chars russes écrasent l'insurrection. Le président Imre Nagy a beau faire appel à l'aide des Nations Unies, c'est la fin. 1000 chars russes appuyés par l'aviation soviétique investissent de toutes parts la capitale hongroise. L'armée hongroise doit reconnaître son infériorité. La radio insurgée lance un dernier appel au secours. Aidez la nation hongroise, ses travailleurs, ses paysans et ses intellectuels. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Les populations hongroises fuient en masse vers l'Autriche. Imre Nagy se rend aux soviétiques sur la promesse d'un sauf-conduit. Nul ne sait ce qu'il est devenu. Soudain, l'attention de Judith est attirée par une petite photographie insérée dans un bas de page. Et ce qu'elle lit lui fait dresser les cheveux sur la tête. Il y a quelques semaines, nos reporters avaient pu saisir sur le vif le film de l'exécution d'un groupe de miliciens hongrois accusés d'avoir apporté leur soutien aux Russes dans l'oppression de leurs compatriotes. Judith reconnaît la photographie. C'est celle où son milicien se recroqueville, l'œil empli de terreur. Celle où ses compagnons et lui vont recevoir l'impact de la salve du peloton d'exécution. Judith remarque que son beau milicien blond est entouré d'un cercle. Elle poursuit la lecture de l'article qui dit « Miraculeusement, le milicien qui est signalé dans le cercle a survécu à l'exécution. Laissé pour mort sur le lieu de son supplice, il a été retrouvé vivant le lendemain et transporté à l'hôpital. On sait aujourd'hui que ses jours ne sont plus en danger. La mort n'a pas voulu de lui. » Judith repose le magazine. Serait-il possible que sa conviction ait modifié un destin ? Jamais elle ne le saura, et jamais elle ne connaîtra l'homme miraculé.